Mesdames, Messieurs, bonjour, je m'appelle Julie Théa. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Aujourd'hui, c'est reparti pour un nouvel épisode. Nous recevons une dame que vous avez déjà vue sur notre chaîne. Elle nous revient, cette fois, avec un beau titre, hein? Belle et rebelle. Alors, je vais vous la présenter rapidement, hein, vu qu'elle s'était présentée la première fois. Je vais vous rappeler. Elle s'appelle donc Sabrina Kiefner. Elle est née en Allemagne et vit en France depuis plus de 30 ans. Spécialisée dans les langues étrangères, elle a créé une société immobilière qu'elle a gérée avec succès avant de se réinventer à travers les métiers du cheval et de l'enseignement. Aujourd'hui, la traductrice rend hommage à des femmes au destin hors du commun. Ses romans reposent sur de vastes recherches dans les archives et existent également en langue allemande. Alors vous trouvez ces romans en français et en langue allemande. Voilà. Donc on a toujours le plaisir d'accueillir donc Madame Sabrina Kiefner. Bonjour Sabrina Kiefner. Bonjour Judith, bonjour tout le monde. Oui, c'est toujours un plaisir hein, de vous accueillir sur Parlons de livres et parler de vos romans, hein, voilà, assez spéciaux qui rendent hommage à ces femmes qui méritent d'être connues. Vraiment, elles méritent d'être connues. C'est ça. Alors, vous allez nous dire un petit peu déjà la motivation. Sabrina, qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir écrire sur ces dames? Alors, la motivation, c'est qu'on trouve toujours beaucoup de livres historiques sur les personnages masculins, mais on trouve moins sur les femmes. Vous allez me dire, on trouve beaucoup de romans historiques sur les reines, sur les grandes femmes de l'histoire, mais les personnages un peu moins importants, je trouve que ça a été un peu le grand oubli par les historiens, et donc voilà, j'ai voulu un petit peu les sortir de l'ombre. Ah oui, elles sont bien sorties de l'ombre. Écoutez, moi, oh là là, je me suis délectée à les découvrir, tout ça. Je n'en ai entendu parler d'aucune. Jamais entendu parler. Et là, je me disais, oh là là, mais quelle belle découverte. Ça en valait la peine. Ça en valait la peine. Donc, en gros, c'est le portrait de quatre dames. Vous les situez à l'époque où c'est un peu au moment de la Révolution française. Exactement. Donc, ce livre, il fait un tout petit peu suite à mon tout premier grand roman. C'était une saga d'Amazon, donc sur une Amazon contre-révolutionnaire, hein, qui était Madame Buckley, Céleste Buckley. Là, c'est le livre en allemand. Hein. Je n'ai pas le tome 1 en français sous la main, mais voilà, il existe aussi en français. Voilà, livre en 2 tomes. Donc là, c'est vraiment toute la Révolution française vécue comme elle a été vécue par les dames qui vivaient en province. Et donc, quand j'ai écrit ce livre, j'ai fait beaucoup de recherches et je suis tombée sur plusieurs femmes que j'ai trouvées aussi très intéressantes. Et là, voilà, c'était l'occasion de leur donner aussi à elles voilà, un roman à part pour entendre aussi leurs histoires à elles. Et la plus connue de ces femmes, c'est peut-être Olympe de Gouges, qui a beaucoup fait parler d'elle au moment de la Révolution, parce que juste après la Déclaration des droits de l'homme, elle a refait les droits de l'homme pour qu'elles soient aussi appliquées aux femmes qui étaient un peu déjà les oubliées de l'histoire. Et j'ai trouvé ça intéressant, donc... Oui, c'est vraiment bien dressé, bien narré. Vous partez de faits réels, vous romancez un petit peu, mais vraiment, on se situe là-dedans, dans la Révolution française. On retient effectivement, parmi toutes ces dames, chacune à son niveau a mené son combat, selon qu'elle soit du côté des royalistes ou du côté des révolutionnaires. Voilà, donc c'est ce qui est bien, c'est ce qui est bien. Chacune effectivement a joué un rôle
bon, on ne dira pas que voilà, c'était des rôles plus comment, héroïnes ou je sais pas quoi, mais les rôles qu'elles ont joués ont impacté. C'est ce que j'ai remarqué. Ça a quand même impacté, vous voyez, sur ce qui s'est passé. On va prendre la première déjà, Louise de Pont-Bélanger. Oui, la marquise de Grégo. La marquise de Grégo, c'est ça. Ah oui, elle, vraiment exceptionnelle, hein. Exceptionnelle. Oui. Le rôle qu'elle a joué. Alors, elle n'a pas eu le rôle positif, hein. Elle, c'est plutôt un rôle peut-être négatif sur l'histoire, l'influence qu'elle a eue. Mais bon, moi je trouve d'abord, c'était une femme amoureuse et voilà, après elle a suivi peut-être son cœur. Et ce que je trouve intéressant, c'est l'influence que l'histoire a sur les femmes, mais aussi l'influence que ces femmes ont sur l'histoire. Et c'est un peu ça que je veux raconter. Ça n'est pas des livres politiques en fait, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est vraiment leur problème. Moi, je prends les personnages comme elles sont et j'essaie de souffler une deuxième vie si on veut. Voilà. Non, c'est pas du tout politique. Ça, je ne le perçois pas comme ça. C'est pas du tout politique. Dans le cas de justement la première, Louise, comme on dit, que son rôle soit, voilà, bon, pas bon, peu importe, mais au moins, vous avez su attirer l'attention sur l'impact, sur l'influence que peut avoir une femme dans le déroulement de l'histoire, comme elle a joué. Hein? Grâce à elle, quand même, ce général Hoche-Lazare, hein? On voit, hein? La victoire qu'il a pu remporter, tout ça, c'était quand même grâce à elle. C'est ça. Il s'en est vanté après. Il a dit, si je peux faire tout ça, c'est grâce à cette jeune femme. Donc, il a même dit à la fin, donc j'ai repris cette citation de son billet pour montrer qu'il était bien conscient d'avoir un peu utilisé cette relation pour avoir des avantages, pour en savoir plus sur l'ennemi de l'époque. Hein. C'était un peu c'était la guerre civile, hein, au moins en Bretagne et dans l'ouest de France. Donc ça, c'est peut-être des sujets un peu tabous, voilà, mais moi j'essaie de replacer les femmes dans leur contexte. Et après, c'est à chaque lecteur de se pencher là-dessus, peut-être de trouver d'autres informations, de lire des biographies entières pour mieux connaître ces personnages. Là, ce sont que des esquisses, en fait. Dans son cas, quand même, on remarque qu'une femme peut être influente. Vous voyez? Oh oui. Ah oui. Une femme peut être influente, hein. Et puis, elle semblait savoir ce qu'elle voulait, hein. C'est vrai qu'elle était amoureuse, mais bon, je n'ai pas vu. Ça, comme vous dites, ça dépendra de chaque lecteur. Moi, je n'ai pas perçu comme quoi elle se faisait utiliser, par exemple, par le général Lazare. Mais en fait, c'est elle qui savait ce qu'elle voulait. Hein? Oui, alors, c'est ça. Est-ce qu'elle a fait consciemment ou est-ce qu'il y a eu du calcul aussi de sa part? Tout ça, on ne sait pas. On ne peut plus leur demander aussi, mais voilà, on peut juste retrouver donc les éléments authentiques et ensuite voilà remonter l'histoire, comment elle s'est passée, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, on ne saura jamais. Est-ce qu'elle était consciente de ce que ça pouvait produire ensuite ces actes, on ne sait pas. Bon, dans tout cas, femme influente, elle le reste. Elle le reste. On retient qu'elle voilà, elle a été une femme très influente. Et puis, sa vie a été pleine, hein. Louise de Grégo, Louise de Montbélanger, Louise de Bonté. Oui, c'est la même, hein. Qui finit avec un grand général de Napoléon et qui va avoir la belle vie, qui va voyager en Italie, partout. Donc, c'est quand même pas rien. Elle avait d'abord tout perdu et ensuite, en fait, elle est toujours retombée sur ses pattes. Tout à fait, tout à fait. Là, j'ai noté que, vous savez, les noms à particules, en fait, on les achetait. Comment ça se fait après, ils se retrouvent avec un nom à particules?
de bonté. Alors après, oui, après la Révolution, on pouvait les acheter effectivement, les noms de domaine. Alors que la particule, elle avait perdu sa valeur. Hein. Avec la Révolution, l'aristocratie était... La chute de la monarchie. Ne voulait plus rien. Voilà, c'est ça. Donc après, il y a eu quand même sous Napoléon la nouvelle aristocratie qui était celle du mérite. Donc lui, il distribuait les titres en fonction du mérite militaire. Et donc ce général Bonté, c'était quelqu'un qui a reçu donc son titre, je crois qu'il était comte même, par Napoléon. Donc là, c'était la nouvelle noblesse. On n'a plus voulu les nobles à la Révolution. Ils sont quand même revenus, mais ça n'était plus les mêmes. Ça aussi, c'est très intéressant, je trouve. Très, très intéressant. Alors, Anne Le Manceau. Anne Le Manceau dit la coudre. Oui, Anne la coudre, la oui, deuxième. Oui, elle aussi. Ah là là, quel destin. Et alors, elle, comment je l'ai perçue? C'est, comment dire, la fidélité. La fidélité, oui. Vous voyez, hein, voilà. Comme il y a des fidèles en amitié, il y a des gens qui sont très fidèles en relation. Et elle, le commitment, vous voyez, en anglais, le commitment, c'est ça. Oui. C'est ça, en fait, la loyauté jusqu'à la mort, parce qu'elle savait très bien, hein, d'ailleurs, dans le roman de Céleste, il y a tout le reste de son histoire, bien sûr, et là, on voit le conflit qu'elle avait. À un moment donné, sa maîtresse, elle va lui dire, mais vous savez, vous allez être en danger, il vaudrait mieux que vous vous séparez de nous. Et elle a refusé, elle a dit non, moi je suis la nounou de l'enfant, je resterai fidèle à cet enfant. Donc elle a voulu protéger cette fille, elle n'a pas pu ni protéger ni la fille ni la mère, mais bon, elle a fait ce qu'elle a pu, et puis avec l'issue qu'on connaît, l'issue terrible. Oui. Alors que cette femme, elle n'était pas engagée dans aucun mouvement, c'était une simple domestique. Et d'ailleurs, on a à la Révolution, donc quand il s'agissait de faire le suffrage universel, donc de donner le droit de vote à tout le monde, on a exclu non seulement les femmes, mais aussi les domestiques, parce qu'on s'est dit les domestiques sont trop sous l'influence de leur seigneur, et donc on va leur refuser pour l'instant le droit au suffrage. Très peu de gens le savent, et je l'ai appris par hasard récemment. Je ne le savais pas non plus, sinon je l'aurais mis déjà dans ce livre-là. Ça aussi c'est intéressant. Oui, oui, oui. C'est même touchant, c'est révoltant aussi, parce que vraiment une innocente, à l'époque quand même on s'est dit, mais les gens, ces hommes, ils avaient une façon de penser, mais c'était plus que la dictature, ça. Ils décidaient comme ça, voilà, sans preuve, sans rien, sans... C'était ça. Ah là là. C'était l'époque de la Grande Terreur, oui. C'était la dictature de la liberté. Mais la liberté des uns, c'est toujours... il y a la liberté des uns et des autres. Mais voilà, il fallait... ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, c'est très difficile même de le juger et de dire qui était juste, qui était injuste. Difficile avec le recul. Mais voilà, il ne s'agit pas de dénoncer quoi que ce soit. Moi je veux dénoncer seulement l'injustice qui a été faite aux femmes à cette époque-là. Voilà, surtout à celle-là. C'est l'unique intérêt. Oui. À elle, à Olympe, oui. Ça, c'est vraiment... En plus, à l'époque, la guillotine, la fusillade, la lettre F et la lettre G, oui, la ça sentence. C'est terrible quand on le dit la première fois. Oui, c'est très choquant donc, de voir qu'il n'y avait plus d'avocats, il n'y avait plus de défense. Il y avait simplement une petite écoute devant le tribunal révolutionnaire avec du juge nommé, voilà, qui était bien sûr des grands fidèles de la Révolution. Et donc, c'était très très vite envoyé à la mort, bien sûr. Oui. C'est tout le drame de cette époque. Oui. Et puis, en lisant aussi, on voit, dans la petite histoire, on voit pourquoi il y en a quand même qui restaient nostalgiques de la monarchie.
parce que les autres, en arrivant, ils ont vu, voilà, le nouveau pouvoir de Paris, tous ces révolutionnaires, voilà, avec les lois qu'ils prenaient, étaient tellement, mais bon, c'est ça. On est toujours, il y a les deux balancés. Toujours la balance. Oui, c'est très différent comment c'est perçu aussi dans les campagnes. Donc, si on compare ce qui est, comment la révolution est vécue par quelqu'un qui vit à Paris et comment elle est vécue par quelqu'un qui vit dans la Vendée, hein, très reculée, où il n'y a plus que les décrets qui arrivent et qui sont parfois incompréhensibles. Et si on regarde tout ça, on comprend mieux ce qui s'est passé. Mais il faut le regarder vraiment depuis le début, je crois, pour bien comprendre les choses. Oui, quelque chose que j'ai trouvé aussi, c'est un peu ça souvent, les contradictions, les paradoxes qu'il y a, parce que c'est le presbytère, c'est l'ancien presbytère qui était devenu une prison. Oui, oui. Beaucoup d'abbayes, beaucoup de monastères qui étaient donc mis en vente après la Révolution, les religieux chassés, hein, donc voilà, c'était très souvent des gens qui étaient, après, qui sont devenus des mendiants ou qui se sont simplement inventés une nouvelle vie et c'était bien obligé. Donc, encore une fois, je ne dis pas ça pour pointer du doigt ou dire mais c'était horrible la Révolution. Ça n'est pas ça. Moi, je veux juste montrer vraiment les dérives qu'il y a eu. Et ça, c'est donc des salles des salles de tribunal, des tribunaux qui ont lieu dans des églises, qui ont lieu dans des femmes qui sont voilà, enfermées dans des cellules de monastères. Ça, c'est très étonnant quand on regarde tout ça. De toute façon, la Révolution, on ne peut pas être pour ou contre, on n'a même pas à le lire. Regardez, il y a la Révolution, grâce à la Révolution, on est aujourd'hui, il y a eu une évolution. Le monde est comme ça, il y a toujours des changements. Donc, voilà. Bien sûr, aujourd'hui, on peut ne retenir que les avantages de la Révolution. Et il faut bien sûr les retenir, hein, les avantages pour le peuple, pour les femmes aussi, hein, qui ont commencé à pouvoir choisir leur mari, par exemple. Il y a eu aussi tout ça. Donc ça, c'est très important. Il ne faut pas oublier, ça, mais il faut être conscient de tout ce qui s'est passé pendant ces 4 ou 5 ans où tout était en plein effervescence et en plein changement. Et là, il y a ces femmes qui ne savent plus trop de quel côté se mettre pour survivre, tout simplement. Alors, maintenant, la grande dame Olympe de Gouges. Je dis grande dame parce que le combat qu'elle menait tendait quand même plus vers l'émancipation de la femme, hein? Les droits, elle faisait tout pour défendre les droits des femmes, les femmes devaient voter, le suffrage universel, tout ça, c'était vraiment une dame de terrain, elle. Hein? Elle placardait ses affiches. En fait. Donc je crois qu'Olympe de Gouges, d'abord, c'est partie d'une grande empathie pour les autres femmes. Et par contre, ça a été pas très bien perçu par toutes les femmes parce que certaines l'ont critiqué bien plus que les hommes de l'Assemblée. Et ça, c'est étonnant de voir que même les femmes entre elles se sont aussi un peu déchirées sur des questions. Est-ce qu'elles doivent pouvoir divorcer? Est-ce qu'elles doivent pouvoir voter? Est-ce qu'elles auront le droit de citer, de parler à la barre de l'Assemblée? Même entre elles n'étaient pas d'accord. Alors, Olympe de Gouges, elle a pris le défi de les défendre, mais à la fin, elle s'était vue attaquer elle-même de toutes parts, et ça, c'est terrible. Ouais, et quelque chose qui m'a fait plaisir en lisant cette dame, parce que vous parlez de son combat contre l'esclavage, hein? Qu'elle a mené aussi un combat, voilà, contre le triste sort des esclaves d'Afrique. Et elle a même elle a créé une pièce de théâtre dédiée à ça, en 1789. Oui. Exactement. Et donc, cette pièce, j'en parle un petit peu, bien sûr, dans le récit, parce que c'est aussi très intéressant de voir
le chemin qu'elle a fait cette pièce de théâtre, donc qui était validée par la censure. Hein, elle existait encore à l'époque, hein, c'était encore l'Ancien Régime quand elle a fait cette pièce. Donc elle a été validée par la censure et ensuite montrée. Alors bien sûr, ça a énervé beaucoup de gens. L'histoire était donc un couple d'esclaves qui fuient et ils vont tuer leur seigneur pour être libres. Et donc, bien sûr, là, ça devient très, très compliqué. Elle s'est fait attaquer parce que, voilà, on lui a dit, mais alors vous défendez le crime? Elle a dit, non, je ne défends pas le crime, mais je défends le sort des esclaves qui n'ont pas moyen de vivre autrement qu'en tombant dans le crime ou en quittant ou en tuant leur seigneur. Et donc, elle a fait un grand engagement. Ils ont à l'époque créé donc, la Société des Amis des Noirs, ça s'appelait comme ça. Et donc, dedans, il y avait le marquis de Condorcet, qui était un des grands personnages qui défendait les femmes aussi, d'ailleurs. Robespierre aussi, qui était dans cette association. Voilà. Donc, c'est très intéressant aussi de voir les personnages, l'engagement de ces personnages qui ensuite... ils ont intégré ça dans leur philosophie et ça, c'était très important parce qu'il fallait... Quand vous dites les droits de l'homme, il faut que ça concerne tous les hommes, sinon ça ne sert à rien. Et comme on faisait encore beaucoup de commerce, eh ben, il y avait des gens que ça a dérangé. Il fallait encore du temps hein, pour que vraiment l'esclavage soit aboli, et donc ça c'est pas fait comme ça non plus. Et ça c'est intéressant aussi. C'est ça. Ah là là, dis donc. La scène où j'ai lu, c'était leur façon de punir ou pour l'humilier. Elle fut fessée en public. Elle fut fessée en public. C'est réel, ça c'est... Oui, c'est réel. Juste pour l'humilier. Il y a eu... Oui, terrible. Donc là, ça montre quand même la haine qui régnait. Et d'ailleurs, c'est arrivé à une autre femme qui était fouettée en public aussi. Et elle, c'était pas des femmes qu'elle s'est fait fouetter, c'était les tricoteuses de Robespierre. Ça sera dans le tome 2, donc je ne dirai pas qui c'était, mais on va encore avoir des surprises. Des femmes qui s'attaquent à des femmes, oui, et qui leur relèvent la jupe et qui les fouettent. Alors ça, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Mais voilà, c'est réel. Ça fait partie des aberrations de la vie, quoi. Des aberrations de la vie. Waouh. Tout à fait. Et c'est marrant parce que elle était tellement pour le peuple. À un moment, vous décrivez une scène, ils sont entre amis où ils se retrouvaient dans des clubs là pour parler de tout, discuter. Voilà. Et au début, elle ne faisait pas la politique. Hein. Elle ne voulait vraiment pas en entendre parler au début. Hein. Voilà. Elle, c'était défendre les droits des femmes, les droits des esclaves noirs, tout ça. Et il y a un qui dit, oh là là, la populace, ils sont allés arrêter. Elle n'appréciait pas qu'on appelle le peuple la populace. Oui, là on voit aussi la différence de valeur hein, de ceux qui étaient à l'Assemblée et l'agressivité des propos. Donc, et ça concernait les hommes comme les femmes, je crois. Tout le monde pensait avoir raison et voulait convaincre l'autre. C'est encore comme ça maintenant hein, dans les parlements, ça vient de là, le Parlement. Ah là là, ben ouais, c'est ça. En tout cas, c'est un beau récit. Vous nous resituez dans le contexte de ces années, les années de la Révolution, un peu comme dans les livres, ce qu'on voit dans les livres, la façon dont ils sont habillés, leurs perruques. Voilà, j'ai noté les perruques, il faut les entretenir, ils mettent de la poudre. Je me disais, mais ils mettent de la poudre dans les perruques, pourquoi faire? Oui, les perruques poudrées, oui, et en dessous, on ne veut pas savoir, hein, parce que voilà, c'était... Les perruques poudrées. C'était l'époque, hein, donc la perruque est restée, et on pourrait croire que ces choses-là qui étaient très liées à l'Ancien Régime auraient pu disparaître du jour au lendemain. Non, ça, ce sont des choses qui sont restées longtemps encore, même dans le tribunal aussi, y compris.
les juges avec leur perruque poudrée. Voilà, elle est vraiment à découvrir. Enfin, elles sont toutes à découvrir, mais celle-là, Olympe de Gouges, dis donc, quel combat. Elle écrivait elle-même, elle allait placarder, tout ça. C'est vraiment, oui, quel rôle elle a. Et puis, très digne, hein. Elle n'est pas revenue sur enfin, ses convictions. Elle n'est pas revenue sur ses convictions, hein, même quand ils l'ont condamnée, voilà. Non. Ouais. Oui. C'est ça. Jusqu'au bout, elle est restée fidèle à sa pensée. Donc, ça aussi, ça demande un grand courage parce que je crois que pour nous, aujourd'hui, si on nous demandait de vivre un petit mensonge, je crois que la plupart des gens le feraient. Et donc, voilà, ça montrait quand même que ces gens-là, ils étaient vraiment fidèles à leur pensée. Voilà, des femmes, c'est ça. Une femme qui savait qui avait une valeur, effectivement, qu'on ne pouvait pas corrompre. Vous imaginez? Elle savait qu'elle allait clouer au pilori, comme on dit, mais elle a dit pas question. Elle ne revient pas sur ses pensées, sur ses convictions. Et j'ai trouvé ça, mais vraiment, j'ai dit chapeau. Quelle valeur! De nos jours, surtout quand on est homme public ou homme politique ou homme, ça devient de plus en plus difficile de trouver des personnes aussi intègres, parce que c'est l'intégrité jusqu'à la fin. Elle a vraiment, voilà, elle a soutenu ses convictions, quitte à se faire, oui, aujourd'hui ça serait peut-être plus possible, je ne sais pas. Je crois qu'on vit dans une période beaucoup plus hypocrite maintenant, où voilà, on va sourire, on va dire oui, au lieu de vivre dans le fond de notre pensée. Oui, on vit dans un monde maintenant où tout est acheté, les consciences sont achetées. Voilà. Oui, tout à fait. C'est fou, ouais. C'est vraiment... Vrai. En tout cas, bel exemple, quand on le lit. Bel exemple. Alors, notre dernière dame, donc la dame de Garnache. La dame de Garnache. La dame de la Garnache. De la Garnache, voilà, c'est ça. Et qu'on appelait la comtesse de la Rochefoucauld également. Oui. Comtesse de Rochefoucauld. Parce qu'elle avait épousé, alors elle avait épousé un marquis, c'est ça? Oui, elle était donc mariée très jeune à un comte. Elle est née dans les îles. Elle vient en France tout jeune et elle sera accompagnée justement par cet homme, le comte de la Rochefoucauld. C'était une grande famille très puissante. Enfin, ça l'est toujours, mais à l'époque déjà, c'était une grande dynastie. Et donc, elle tombe amoureuse pendant le trajet, peut-être sur le bateau qui durait des semaines. Et voilà, elle finit donc par le marier. C'est un vrai mariage d'amour, on pourrait croire. Mais finalement, ce comte va choisir l'exil. Il va partir, je crois, en 1792. Il va s'exiler en Allemagne, je crois. Et donc, elle restera seule. Elle n'accompagne pas. Elle veut rester dans le domaine familial et continuer aussi à gérer les métairies, tout ça. Et donc, elle va ensuite s'attacher à son régisseur de domaine et ça va être une grande histoire d'amour et ce monsieur va l'entraîner dans la contre-révolution. Donc, voilà encore une véritable royaliste convaincue que la révolution est une erreur qu'il faut combattre. Et voilà, je crois que ces gens, ils agissaient vraiment par conviction. Ça se respecte, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre. Et je trouve ça intéressant qu'elle était aussi, elle, prête à aller jusqu'au bout. Oui, sur le terrain, combattre. Hein. Oui. Elle a formé une petite armée, son petit groupe, et puis voilà quoi. Elle allait... C'est ça. Et là, d'abord, elle s'est soumise donc à des généraux de l'armée catholique et royale, au général de Charette notamment. Et donc là aussi, elle s'est imposée tout de suite. Elle a dit non, moi je suis
je vais combattre devant, en première ligne. Vous ne m'enverrez pas tout à l'arrière pour avoir quelques Amazones au fond, pour faire joli. Et donc, ça s'est mal passé. Ensuite, pour des histoires de jalousie, peut-être avec d'autres femmes, on ne sait pas trop. En tout cas, elle quitte Charette, elle quitte Joly, l'autre général avec lequel elle a combattu. Et elle va faire sa propre troupe et sa propre petite guerre, voilà, qu'elle va mener jusqu'au bout. Et elle va aussi... Oui. mal finir, malheureusement. Il ne faut pas raconter la fin, mais bon, c'est sûr que ces femmes-là n'avaient pas une grande perspective. Et puis chacune défendait ses convictions, comme vous dites, on n'est pas là pour juger parce que chacun défend quand même toujours ses convictions. Hein? Oui. Contrairement à la première, Louise, qui on a l'impression qu'elle était guidée par la passion, tout ça, mais Marie-Adélaïde, justement la marquise, à sa place, je me suis dit, écoutez, elle avait épousé un marquis, hein? Elle possédait un grand domaine, tout ça, et au moment de la chute de la monarchie, forcément elle perd, puisqu'on commençait à lui prendre ses terres. Je me souviens, vous racontez une scène où elle veut aller voir monsieur le maire pour revendiquer ses terres. Oui, ouais. C'est donc, ça. On comprend un petit peu sa position, hein, puisqu'elle défend ses intérêts à elle, le mari. C'est ça, donc, oui. Donc, elle, c'est peut-être encore assez logique à comprendre, mais il faut aussi voir tous ces paysans qui étaient qui étaient avec elle et donc c'est quand même pas rien, ils ont pris la mairie, ils ont fait hisser le drapeau blanc, ils ont pris le maire en otage, si on peut le dire. Donc là, ça a été quand même très loin et tout ça sous la commande d'une femme. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Je trouve que c'est quand même des histoires qui méritent d'être racontées. Et aujourd'hui, tout ça est un peu tombé aux oubliettes, mais je trouve ça dommage. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas utiliser ça pour des combats politiques, ni pour un côté, ni pour un autre. Il faudrait regarder ces personnes-là avec toute la neutralité que ça impose, un sujet aussi sérieux et s'interroger sur l'histoire et pas la regarder avec nos yeux d'aujourd'hui, avec toutes nos lunettes idéologiques. Il faut mettre tout ça de côté et essayer de comprendre. Oui, c'est ça, parce qu'on parle du destin des femmes. Comme je dis, chacun joue son rôle dans son domaine, dans ses convictions, c'est juste montrer à quel point une femme peut être influente. Hein? Oui. Elle arrive même à s'acoquiner au général Charette. Hein? Vous voyez? Elle arrive à s'acoquiner au général Charette. Et j'ai effectivement, c'est après le petit paragraphe, je vais le lire rapidement. On voit un petit peu ce petit lien qui l'unissait au général Charette. Hein? Oui. Parce que le général Charette, recherché, vous mettez ici, en fait, ils partagent une mélancolie issue de leurs convictions immuables. Voilà. Unis dans le refus d'un système dont les dérives les indignent. Voilà. La monarchie était abolie, mais les valeurs et les traditions austères inculquées par leurs ancêtres les rapprochaient l'un de l'autre. L'origine des stricts usages en vigueur remonte, ne l'oublions pas, au clergé renforcé sous Louis XIV, dans l'ensemble du bas Poitou. C'est dans la Vendée là-bas. Hein? Comme pour la plupart des nobles restés en Vendée, leur monde, rythmé par les rituels du catholicisme le plus pur, s'était écoulé sous les roues ensanglantées d'une révolution galopante. J'ai apprécié ce paragraphe, ça résumait effectivement tout. Ça résumait vraiment justement les pensées de Marie-Adélaïde et Charette. En fait, ça résumait leur combat. C'est ça. Oui. Bien mis, ce paragraphe. Et
on oublie très souvent ce petit fait historique qui remonte au XVIIe siècle, où il y a déjà eu des révoltés en Vendée et en Bretagne, et des gens qui étaient vraiment insoumis. Alors, ce qu'il a fait Louis XIV, il a envoyé les prêtres les plus sévères dans ces régions qui étaient un petit peu des rebelles, et voilà, et donc on a appliqué vraiment des principes très stricts, et ça c'est tellement ancré dans la tête des gens que je crois que ça a encore influencé après dans l'insurrection vendéenne, parce que voilà, on ne connaissait que cette vie-là, et comment passer maintenant à autre chose, alors que on pratiquait ça depuis des siècles. C'est très compliqué, ça. C'est compliqué. Les changements, vous savez, les changements, ouais, c'est pas toujours évident, les changements. Oui. Vous voyez? Oui. C'est la raison. Ça dérange toujours. Ça dérange toujours, c'est ça. Mais ce paragraphe, je l'ai lu, j'ai dit, ouf, voilà qui résume tout. On comprend mieux. Voilà. Oui. D'un côté, les royalistes qui sont contre les contre-révolutionnistes, c'est ça. Vous savez, chacun de nous, une fois on sort de notre zone de confort, vous voyez, c'est comme on dit, une fois qu'on sort de notre zone de confort, ben, on fait tout, hein, on se défend, on s'agrippe pour... voilà. Bien sûr. C'est ça. Oui, bien sûr. Oui. C'est ça. Ah là là, écoutez Sabrina, encore un de vos pertinents récits, et pertinent parce qu'on sent la recherche que vous avez effectivement effectuée quand on le lit. On sent effectivement la recherche qui a été faite, les faits, voilà. Tout est factuel, voilà, vous donnez les faits comme il veut, avec les dates aussi. Il y a les dates également données, les lieux aussi sont bien précisés, tout ça. Et vraiment, mesdames et messieurs, il faut vraiment le découvrir. Lisez-le, Belle et rebelle. Comme dit Sabina Kifner elle-même, elle a écrit ce livre, c'est pas pour se positionner d'un côté ou de l'autre. Non, elle a voulu mettre en avant des femmes. Des femmes, voilà, parce que c'est ce qu'il faut faire. Entre femmes, il faut se soutenir. Hein. Il faut vraiment se soutenir, pas se combattre. C'est ça. Donc, c'est aussi pour dire que le rôle de la femme dans toute société est important. Et c'est pas à négliger. C'est pas à négliger. À quelque niveau que ce soit, vous avez là 4 portraits de femmes. Découvrez-les. Vous voyez chacune à son niveau, ce qu'elle défend et comment elle est à fond dans ce qu'elle fait. C'est ça en fait avec la femme. Une femme, quand elle fait quelque chose, mais vraiment elle le fait, elle se donne. Elle se donne. Oui, elle se donne dans ce qu'elle fait. Et merci à Sabina Kifner de nous faire découvrir des femmes comme celle-là. Et puis, que c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir et on ne perd rien, effectivement. Même nous, en tant que femmes, ça nous conforte dans les missions que nous avons. C'est ça. Ça nous conforte dans les missions que nous avons. Parce que nous savons qu'à notre niveau, nous avons aussi ce devoir d'impacter l'histoire. D'impacter l'histoire du monde. C'est ça. Vous voyez. Donc vraiment, merci. Merci à vous. Hein. Vous allez donc dire aux auditeurs où se procurer Belle et rebelle. Oui, donc vous trouverez Belle et rebelle à travers les librairies, hein, le circuit des libraires. Vous pouvez le commander directement chez Maya Édition. Surtout si vous habitez à l'étranger, si vous n'êtes pas en France métropolitaine, vous avez les frais d'envoi offerts. Donc, si vous êtes aux États-Unis, au Canada, voilà, Maya envoie des livres sans frais d'envoi. Sinon, il existe aussi une très belle version produite par Saga Storyfy, un livre audio. Donc, on peut simplement le télécharger, le livre audio. Ça n'est pas la même couverture, mais c'est exactement le même contenu et c'est très bien lu par une comédienne qui s'appelle Faïda Lovero. Bien super, voilà, vous êtes au courant. En plus, c'est pratique là maintenant, c'est le livre audio, voilà, vous mettez vos écouteurs et puis voilà.
Ça, c'est ça. oui. Ça défile, même couché, hein, même couché, allez, voilà, on laisse. Voilà, oui. on peut faire le jogging dans le oui. comment il s'appelle, faire du sport, aller à Central Park, courir les écouteurs et puis voilà, oui, c'est pratique, c'est vraiment pratique ça. Voilà, vraiment merci. Il ne reste plus qu'aux lecteurs de découvrir, vraiment découvrir ce portrait de femme. C'est bien écrit. Elle a une écriture fluide. Voilà, l'écriture est fluide, bien écrit. On découvre aussi le langage de l'époque. Ça, je l'ai découvert dans le livre. Voilà, ce qui n'est pas mal. Ce qui n'est pas mal. Voilà, vous n'avez pas fait les choses à moitié. Hein. Vous nous avez tout mis. Le langage de l'époque, vous avez situé les scènes, voilà, tout le décor, les vêtements, l'habillement, tout ça. Et c'est tout simplement super. Vraiment très beau récit. Très inspirant. Voilà, mesdames et messieurs. Bon, on se dit donc à très bientôt, Sabrina. Un grand merci à vous. Merci beaucoup Judith, pour votre gentillesse. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir. Voilà, mesdames et messieurs, donc nous avons écouté Madame Sabrina Kiffner. Son livre est vraiment intéressant. Femme, le titre en plus est parlant. Le titre parle bien, hein, Belle et rebelle. Donc dans le portrait de ces 4 femmes, chacune, voilà, avec son combat, chacune mène un combat, elles sont belles et rebelles. Voilà, donc découvrez-le et tout se passe au moment de la Révolution. Donc au moment de la Révolution française, chacune d'elles a joué un rôle précis qu'il faut vraiment découvrir. Voilà, donc je n'en dis pas plus, je vous invite juste à découvrir le livre, achetez-le, lisez-le, vous ne serez pas déçus. Voilà, et aussi elle fait honneur aux femmes. En tant que femme, c'est toujours un plaisir de lire le portrait d'autres femmes qui ont influencé l'histoire du monde. Parce que c'est ce qu'elles ont fait chacune à leur niveau, influencer l'histoire au moment de la Révolution française. Voilà, mesdames et messieurs, vous aimez Parlons de livres, soutenez-nous, n'oubliez pas, abonnez-vous, subscribe, share, mettez le pouce, commentez. On se dit à très bientôt. Merci.